monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui a le plaisir de recevoir monsieur Mohamedou Madane Kane, docteur en droit, banquier d'affaires et évolue également dans le monde de la finance et il est également un acteur politique. Merci beaucoup, M. Kane, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Hassan, de m'avoir invité. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau que j'ai eu l'occasion de faire il y a une année, presque jour pour jour. Donc, c'est un réel plaisir de faire face à nouveau à vos téléspectateurs. Vous avez déjà participé directement et indirectement à deux élections générales importantes. Quelles leçons avez-vous tirées de ces expériences électorales? Alors, il faut d'abord rappeler que notre entrée en politique date de octobre 2023. C'est à cette date précisément qu'on a fait le lancement de la start-up politique Dundu. Start-up pour dire qu'on commence, mais qu'on veut recommencer la politique également dans les formes et dans les fonds qui sont indispensables à l'épanouissement des populations, en tout cas à la résolution des problématiques qui concernent les Sénégalais. Alors, ma véritable expérience électorale depuis 2023, c'est les législatives de 2024. Parce que c'est à cette occasion que Dundu, le mouvement que je porte, a eu l'occasion d'aller sous sa propre bannière aux élections, donc dans une campagne électorale. Alors, quelles leçons j'en tire? Satisfaisant, parce qu'après une année seulement d'existence, on a eu l'opportunité de sillonner le Sénégal. On a fait le tour du Sénégal, d'aller sous notre propre bannière avec une coalition des alliés qui nous ont accompagnés et que je remercie au passage. Donc, faire le tour du Sénégal, récolter presque 10 000 électeurs pour une première participation aux élections législatives et dire aussi que dans certains départements, on a été heureux d'être dans le top 5. Par exemple, des vainqueurs. Vous prenez le département de Matam, après les trois coalitions qui sont connues, donc Taku Wallu, la coalition que dirigeait Amadou Ba et la coalition et le PASTEF, nous sommes arrivés 4e. D'accord. Donc ça, je pense que c'est des éléments de satisfaction pour une première participation à des joutes électorales. D'accord. Donc vous aviez quitté l'institution bancaire pour entrer en politique. Est-ce que c'est ça? Non, j'ai pas. Bon, les choses se sont enchaînées. J'ai quitté la Banque islamique du Sénégal que j'ai dirigée de 2020 à 2023. Et au mois d'avril 2023, à la fin du mandat qui m'avait été confié, j'ai lancé mes propres activités de banque d'affaires. Alors, et dans cet intervalle-là de lancement des activités, je me suis engagé en politique. Donc, c'est deux activités concomitantes que j'ai eu à faire. Donc, aujourd'hui, je suis toujours dans mes activités de banquier d'affaires, tout en étant acteur politique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. D'accord. Donc, je garde mon métier. Je n'ai pas arrêté mes activités professionnelles. J'ai décidé de faire accompagner ces activités professionnelles par aussi une activité politique. Donc, vous n'êtes pas un professionnel de la politique? Je ne le suis pas et je me refuse de l'être. D'accord. Et la question suivante est, quand on voit comment le monde où la sphère politique sénégalaise fonctionne, la question qui va de soi est la suivante. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Parce que sûrement vous avez eu, bien que vous ayez eu près de 10 000 voix dernièrement pour les élections législatives, ça a dû être une expérience traumatisante puisque vous ne siégez pas à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère?
Je ne dirais pas que l'expérience a été traumatisante. Au contraire, je dirais qu'elle a été enrichissante. Parce que quand vous commencez une aventure, vous ne semez pas les graines aujourd'hui et vous récoltez les fruits le lendemain. Donc en m'engageant en politique avec tous ceux qui m'accompagnent, nous sommes préparés à faire un long chemin. Ce chemin-là, il peut aboutir, on peut voir le bout du tunnel demain, comme on peut le voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc on s'est engagé en toute connaissance de cause. Donc le résultat, c'est à la fin de la journée, le résultat qui va nous agréer et qui va fonder notre satisfaction en tant que citoyens sénégalais, c'est de nous rendre compte que nous avons apporté de l'innovation en politique. C'est de nous rendre compte également que nous avons su parler aux Sénégalais et adresser les véritables problématiques qui concernent les Sénégalais. Le résultat à la fin de la journée dépend du décret divin. Et donc, nous sommes des croyants. On fait ce qu'on a à faire en tant qu'acteur politique avec une profonde motivation d'apporter de la valeur ajoutée. Pour le reste, on le laisse entre les mains du Seigneur. À la fin de la journée, comme je l'ai dit, plutôt que d'être une expérience traumatisante, je pense plutôt que ça a été pour nous une expérience, et jusque-là, ça continue de l'être, une expérience enrichissante à tous les points de vue. Est-ce que vous n'avez pas également commis une erreur de débutant? Parce que quand on regarde de près, votre trajectoire n'a pas été aussi nette que cela. Parce que vous êtes d'abord allé soutenir un cacique ou un dinosaure, on peut le dire. Et après, vous avez rebroussé chemin pour vous présenter tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de jugement ou un manque de sensibilité politique de votre part avec tous ces zigzags-là? Bon, alors là, je pense que vous faites des jugements de valeur. D'abord, je tiens à dire qu'il n'y a pas eu de zigzag et j'expliquerai pourquoi. Au contraire, notre parcours jusqu'ici a été extrêmement cohérent. Et j'expliquerai pourquoi. Et donc, nous sommes toujours dans la logique qui a été la nôtre lorsque nous sommes engagés en politique. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le soin d'analyser un peu la trajectoire d'où nous venons. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, nous avons décidé d'accompagner quelqu'un et qu'est-ce qui a fait qu'à la fin de cette aventure, nous avons continué le chemin qui a été le nôtre. Alors, 2023, on s'engage, on fait tout ce qu'on a à faire pour récolter nos parrainages. On voulait aller tout seul, donc on n'y va pas parce que pour des raisons propres au Conseil constitutionnel qui nous oppose que notre fichier est inexploitable. Un fichier inexploitable, ça veut dire que vos parrainages, mais il faut qu'on revienne à cette histoire. Vous m'avez ramené à cette histoire, il faut que j'explique un peu. Donc il n'y a pas eu de zigzag, donc c'est le défaut d'avoir pu participer à cette élection qui a poussé la base électorale de Doundou, qui a été construite en une année, de choisir d'accompagner quelqu'un. On avait deux choix, on avait trois choix. Donc le choix d'accompagner le parti au pouvoir à l'époque. La base a naturellement rejeté cette option pour la simple et bonne raison que le fondement même de notre entrée en politique, c'était d'apporter de la rupture et des changements par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. On avait été approché par le parti actuellement au pouvoir pour les accompagner, mais il y a des éléments de visibilité qui nous manquaient, notamment par rapport à la contenance même du projet qui était proposé aux Sénégalais, mais également aux porteurs du projet. Donc on a accompagné Idrissa Seck dans une phase transitoire d'1 mois, parce que notre compagnonnage a duré 1 mois, pendant le temps des élections, et à la fin, Doundou a repris le chemin qui a été le sien, donc, et qu'il avait entamé au début. Et c'est sur cette base d'ailleurs que nous sommes allés aux élections législatives sous la bannière de notre propre coalition. Donc la trajectoire est très cohérente et il n'y a pas eu de zigzag comme vous l'insinuez. Et c'est ça, sinon je peux reformuler la question. Est-ce que vous n'auriez pas commis d'erreur qui vous aurait coûté de siéger à l'Assemblée nationale, même par le truchement du plus fort Est? Est-ce que dans votre courte trajectoire-là, vous n'avez pas fait des erreurs qui font que vous n'avez pas de résultats politiques? Non, on n'est pas pressé. Les résultats politiques se conquièrent
à la dure labeur. Je veux dire, on n'a pas commis d'erreur politique, on a fait des options stratégiques. On a pris des options stratégiques. On aurait pu dire qu'on concentre nos efforts à Matam et à Fatick et à Salémata et ailleurs, et on aurait eu très certainement des électeurs du nombre du plus fort reste pour nous permettre d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a décidé d'aller, et ça, il y aurait même une stratégie beaucoup plus simple que celle-là, c'était d'aller dans les coalitions existantes. Parce que naturellement, on aurait pu négocier des postures ou des postes qui nous auraient permis d'aller à l'Assemblée nationale. Mais notre stratégie en allant aux élections législatives, c'était d'implanter Doundou. Donc c'était de jeter les bases d'une bonne implantation de Doundou au niveau national pour préparer la construction que nous voulons faire à l'avenir. Ce qui fait que, justement, on a distribué nos billes partout dans les 46 départements. Et même dans la diaspora, ce qui fait également que nous avons eu à sillonner tout le pays. On a fait, si vous avez suivi, on a fait une campagne nationale. Et donc, ça nous a permis d'avoir des électeurs partout. C'est-à-dire, vous prenez la fiche de résultats de Doundou, il n'y a aucun département où on n'a pas eu d'électeurs. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Doundou est implanté. Et c'était ça notre stratégie. Maintenant, il nous appartient de construire à partir de cette implantation pour massifier. Et donc, je pense que c'était la stratégie que nous avons choisie, plutôt que la stratégie d'aller coûte que coûte siéger à l'Assemblée nationale. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais nous sommes très satisfaits des résultats qu'on a obtenus au regard de la stratégie que nous avons mise en avant. Et pourquoi des technocrates comme vous, formés à bonne école, qui avaient donc un bon préjugé favorable, vous ne réussissez pas en politique, en tout cas pour le moment? Parce que peut-être vous êtes tombé dans un monde qui n'est pas le vôtre. Alors, ça nous ramène à la fameuse question de qu'est-ce que la politique? Est-ce que la politique, c'est des insultes, c'est des invectives, c'est du mensonge? Si c'est ça, alors oui, nous sommes tombés dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Si en revanche, la politique requiert la force des idées, la force de proposition, la considération profonde qu'on donne aux sujets essentiels qui intéressent les populations, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, toutes ces questions-là, si c'est ça la politique, alors je pense qu'on est à notre place, parce que c'est cette valeur ajoutée que nous apportons. Maintenant, votre question est très intéressante, et je pense que c'est une question qui mérite d'ailleurs d'être portée à l'attention des chercheurs en sciences politiques et en sociologie politique. Mon analyse personnelle est qu'il y a deux critères cumulatifs indispensables pour réussir en politique au Sénégal. Le premier critère, c'est la popularité. Le deuxième critère, c'est l'appareil politique. Alors, les technocrates qui viennent et qui ne cherchent pas à avoir un appareil politique sont voués à l'échec. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une organisation et des gens qui votent pour vous et qu'il y ait un maillage national. Construire ce maillage national prend du temps, requiert des moyens et un certain nombre de choses. Souvent, les technocrates ne se donnent pas le temps de construire dans la durée. Et justement, c'est cette erreur que nous voulons éviter, et que cette erreur que nous voulons éviter, ce qui fait que nous prenons notre temps pour construire petit à petit un maillage territorial, construire un appareil politique. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, comme j'ai dit, il faut de la popularité. On est dans un pays où, pour être populaire, il faut faire du bruit. Pour être populaire, il faut toucher les émotions des gens. Pour être populaire, souvent, il faut être victime d'une injustice et mener des combats de rue pour pouvoir satisfaire les populations. On est dans un pays où les masses électorales ne s'intéressent pas nécessairement au discours technique qu'apportent les technocrates et s'intéressent plutôt au discours de faits divers. Alors, la question qui se pose maintenant, pour remplir cette deuxième condition pour les technocrates, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se rabaisser au niveau des masses électorales, même s'il faut leur raconter des contre-vérités pour qu'elles vous suivent? Ou est-ce qu'il faut pousser les masses électorales à atteindre un niveau de technicalité
un niveau où les sujets essentiels, c'est ces sujets-là qu'on apporte à leur table de déjeuner pour leur permettre de discuter de vraies questions qui concernent les Sénégalais. Moi, je pense que c'est cet arbitrage-là qui fera qu'à un moment, donc c'est soit les masses électorales haussent le niveau ou les technocrates s'adaptent aux réalités. Mon avis personnel est que l'histoire a montré que jusqu'ici, les alternances n'ont pas produit les résultats escomptés. Parce que le discours politicien qui a attiré les masses électorales jusqu'à ce qu'elles votent pour vous n'a pas nécessairement tenu les promesses qui ont été données. Et de ce point de vue, il me semble que nous, acteurs politiques, technopolitiques, je dirais, notre combat serait de pousser les gens à justement s'approprier le discours technique, le rendre accessible pour que désormais, mais vous avez un rôle aussi, les médias, c'est d'organiser les débats techniques pour que les électeurs, les Sénégalais, puissent entendre autre chose que les faits divers. Ah. Est-ce que vous, depuis que vous êtes entré dans ce monde, le landerneau politique comme on dit, vous avez été tiré vers le haut? Est-ce que vous avez gagné en qualité ou est-ce que, je reformule un peu, comment est-ce que vous voyez le paysage politique sénégalais à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce que médiocrité, je n'aime pas trop employer ce mot parce qu'il est un peu trop condescendant, mais comment vous jugez un peu l'état actuel du paysage politique et des acteurs politiques sénégalais? Alors, on est toujours dans cette sphère de politique politicienne. Je pense que ça, il faut qu'on l'accepte. Le niveau reste le même s'il s'est légèrement amélioré, parce que désormais, j'entends les gens aller dans le fond des sujets en ce qui concerne, par exemple, les questions économiques. Les gens parlent de chiffres. Donc, je pense quand même qu'il y a un léger bond qualitatif. Il n'en demeure pas moins que on n'est pas encore arrivé au niveau où le débat politique s'est enrichi de sujets où on va prendre le temps de discuter des problématiques qui concernent la transformation du modèle économique du pays, des sujets qui concernent la transformation de notre agriculture, des sujets qui concernent les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'arrive pas à régler le problème de l'emploi, le problème de pouvoir d'achat. Donc on n'a pas encore donné suffisamment d'espace à ces questions, et dans l'espace médiatique, et dans l'espace politique, et au sein des appareils politiques également, où on continue à réagir, plus à être dans la réaction par rapport à une actualité bien définie, plutôt que dans la proactivité par rapport à des sujets qui concernent la vie quotidienne des Sénégalais. D'accord. Est-ce que aussi on ne peut pas vous faire observer que vous n'avez pas été si original que ça en venant en politique? Parce que c'est facile de venir en politique si c'est pour grossir les rangs. Mais pour avoir vraiment de l'originalité, de la créativité, de la différence, être atypique, est-ce que vous l'avez suffisamment été? Quelle a été votre contribution dans le débat public en termes de nouvelles idées, d'originalité, etc. Ça, on l'a pas assez senti. À juste titre, pour plusieurs raisons. D'abord, je dois dire que je n'ai pas la prétention d'apporter de l'originalité. Je n'ai aucune prétention d'apporter de l'originalité. Il y a plusieurs générations d'acteurs politiques qui se sont succédés avant nous, qui ont apporté de la valeur ajoutée. En revanche, j'ai la ferme intention et prétention d'innover en politique. Donc, je ne cherche pas à être original, je cherche à innover. Alors, quand vous dites qu'on ne m'a pas entendu sur de l'innovation politique ou sur de nouvelles idées, je pense que vous n'avez pas suivi tous les débats qu'on a fait jusqu'ici. Au contraire, moi, le feedback que j'ai est très différent du feedback que vous venez de me donner, puisque à multiples reprises, des Sénégalais, des journalistes, des hommes d'affaires, des acteurs politiques ont jugé que notre venue en politique était une bonne nouvelle. Ils s'inquiètent en revanche pour nous de notre capacité à réussir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur le terrain de la politique politicienne.
Alors, qu'est-ce que nous apportons justement? C'est ce discours technopolitique qui est basé sur une idéologie très très claire. Alors, on a tendance à dire que les idéologies ont disparu. Pour nous, l'idéologie est extrêmement importante. Et pourtant, dans tous mes discours, dans toutes mes sorties médiatiques, cet élan idéologique apparaît. Ouais. On a connu le régime libéral, avec toutes les dérives. Le libéralisme, c'est quoi? Le libéralisme, c'est la liberté économique, c'est la liberté individuelle. Et donc, on a connu des régimes libéraux et on a vu les résultats que ça a donné. On a connu le régime socialiste avec toutes les limites qui sont inhérentes au régime socialiste dans un monde contemporain. Ce monde contemporain, c'est le monde où l'État ne peut pas être État-providence. On ne peut pas être dans un État-providence 24 heures sur 24. L'État ne peut pas tout faire, il ne peut pas être au centre de tout. Alors, nous sommes venus avec une proposition dans tous les sujets qui transcendent ces deux régimes, ces deux courants libéraux et socialistes. Nous avons en quelque sorte inventé ou amené sur la table ce que par ailleurs on appelle l'humanisme démocratique. Pourquoi? On met l'homme au centre, comme disent les autres. Mais à la différence du fait que ça a des implications très claires sur le monde, sur la vision économique, et ça a des implications très claires sur ce que doit être le rôle de l'État. Alors pour nous, en ce qui concerne le modèle, je vais juste donner un exemple très clair sur la vision économique. Que ce soit les libéraux, ou libéraux de gauche ou libéraux de droite, parce que bon, chez nous, c'est principalement des libéraux de gauche qu'on a eu. Que ce soit ces libéraux ou les socialistes, on a tendance à penser que c'est la croissance économique qui crée la satisfaction individuelle. Donc, l'homme au centre, oui, mais à travers une croissance économique. Mesurée par le PIB. Nous, notre réflexion, elle est totalement différente. Nous pensons que justement, c'est la satisfaction individuelle qui crée de la croissance. Et ça a des implications sur même le rôle de l'État en termes d'investissement. L'État qui a son budget, nous préférons que cet État investisse dans l'éducation, dans la santé, parce que c'est ce capital humain-là, cette transformation de la personne humaine, dans le sens de converger vers sa satisfaction individuelle, qui va à la fin de la journée créer ces leviers de croissance économique. Ce qui fait que moi, si j'ai un budget État, l'État financeur qui a son budget, quelque montant qu'il puisse être, va privilégier l'utilisation de ce budget vers la satisfaction des besoins des populations d'abord, dans le sens collectif. Et en revanche, notre vision économique est que tout ce qui doit créer de la croissance au sens du PIB, tel que conçu par les autres régimes libéraux, doivent être faits par le secteur privé avec une contribution de l'État d'une manière ou d'une autre. Donc le rôle de l'État, la vision économique change fondamentalement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Donc vous posez la question, quelle est notre originalité? Si vous avez bien suivi notre parcours jusqu'ici, on a fait au moins une dizaine d'émissions télé depuis notre entrée en politique. Je pense que vous verrez que cette cohérence-là, elle apparaît naturellement. Si vous la comparez aux autres courants, vous verrez quand même qu'il y a des différences fondamentales. Là, il faut arriver à se faire entendre. C'est ça l'enjeu principal. Voilà, très bien. On va rebondir tout à l'heure sur les sujets économiques. Mais vous m'avez dit que le PASTEF est venu vous voir avant l'élection présidentielle pour avoir solliciter votre soutien. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme un manque de flair? Pourquoi vous n'aviez pas vu qu'ils étaient en train de gagner? Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui de ne pas les avoir soutenus? La réponse à votre question est dans la question elle-même. C'est-à-dire, vous dites, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir manqué de flair politique? Manquer de flair politique, ça veut dire que je me suis engagé en politique juste pour être avec le pouvoir, ou pour gagner quelque chose dans l'immédiat. Si c'était ça, je resterais dans ma sphère privée. Je continuerai à diriger des banques, je continuerai à faire ce qui m'apporte de l'argent et ce qui m'a construit en tant que personne depuis plus de 20 ans que je travaille. Donc, je ne serai pas entré en politique.
Donc, si mon objectif, c'était d'aller avec le parti, avec un parti qui va gagner. Mon objectif, c'est de rester cohérent en politique. Et mon objectif, comme je vous l'ai dit tantôt, s'il faut, si pour réussir, il faut mentir, je préfère échouer. Si pour réussir en politique, il faut mentir, je préfère échouer. Et donc, je ne serai pas en cohérence avec moi-même si je devais simplement accompagner le PASTEF sans savoir c'est quoi le projet, sans savoir qui va être le candidat, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore clair. Et donc, je n'ai absolument aucun regret par rapport à ça, parce que je maintiens ma cohérence. Je continue à vaquer à mes occupations. Très bien. Donc, je rappelle que nous recevons Dr Madane Kane, qui est acteur politique, mais également docteur en droit et banquier d'affaires. Votre mouvement ou votre parti, futur parti, s'appelle Dundu, ce qui pourrait suggérer que vous aimez la vie. Parlant de la vie des Sénégalais, est-ce que leur vie est en train d'être changée par la gouvernance actuelle? Ou est-ce que, selon vos constatations, cette vie des Sénégalais est en train d'être dégradée un tant soit peu par la nouvelle gouvernance qui parle de transformation? Quelle est votre réponse? Alors, M. Gueye, ça dépend. Est-ce que vous voulez une réponse politicienne ou vous voulez une réponse technique? Alors, comme je vous ai dit, nous avons prôné la parenthèse apoliticienne depuis longtemps, parce que nous pensons que ce pays n'avancera pas tant qu'on sera toujours pour ou contre, en fonction, oui ou non, en fonction du camp où on est. Alors, on a prôné la parenthèse apolitique, apoliticienne, parce que nous pensons que c'est ça qui va permettre au pays de se développer. Donc, si je reste fidèle à ce principe, alors, je vous dirais que on ne pouvait pas espérer que les conditions des Sénégalais changent dans un délai aussi court. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir a été élu sur la base des promesses de rupture profonde. Alors, des promesses de rupture profonde du modèle économique, des promesses de rupture profonde du modèle de financement de l'économie, et même de l'éthique en politique. Alors, si on part de l'idée que c'est sur la base de ces ruptures de transformation qu'on a élu le PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye, on ne peut pas espérer que les conditions des Sénégalais changent avant plusieurs années. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Sénégalais. Je vous donne des exemples très clairs et je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser élaborer. Quand on prend le modèle économique, l'ancien régime et tous les régimes qui étaient là avaient prôné, par exemple, d'utiliser nos matières premières à l'export, de les vendre à l'export, de générer des recettes tout de suite et de financer l'économie avec ça, le budget. Le régime en place aujourd'hui a décidé d'opérer une transformation, une rupture à 360 degrés. C'est ce qu'ils ont vendu aux Sénégalais et c'est ce que les Sénégalais ont voté. Ils ont dit que désormais, on passe d'une économie basée sur les recettes d'export à une économie industrielle basée sur la transformation de nos ressources ici. Donc, une transformation industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État a décidé de renoncer à des recettes d'export, donc à de l'argent frais immédiat. Et donc, a décidé de miser sur le moyen et long terme à travers des industries. Alors, si c'est ça, c'est moins de recettes pour l'État, donc moins de subventions pour les populations, moins de capacité pour l'État d'accompagner les populations dans les besoins immédiats, les populations vulnérables. Donc, cette transformation d'un modèle où on gagne de l'argent tout de suite avec les ventes à l'export vers un modèle où on transforme nos matières premières désormais au Sénégal, a l'incidence majeure que l'État aura moins de ressources, moins de capacités, et donc moins de capacités, les populations vont le sentir naturellement. Donc, pour répondre à cette première question. Deuxièmement, quand on prend le modèle de financement de l'économie, on est passé d'un régime, modèle de financement du budget, on est passé d'un gouvernement où on finançait le budget principalement à travers la dette.
on emprunte, on ferait des infrastructures avec des implications sur l'écosystème économique du pays, les entreprises et autres. On est passé de ce modèle à un modèle que je peux résumer en moins de dettes, plus d'impôts. Alors, moins de dettes signifie quoi? Signifie que il y aura moins d'investissement public. Parce que l'ancien modèle, c'est que j'emprunte, peu importe, et j'investis, je dynamise l'économie. Le nouveau régime dit que je fais moins de dettes, je me limite à mes capacités réelles. Ça veut dire qu'en se limitant à ces capacités réelles, on va investir moins. Et donc l'écosystème, les entreprises vont moins s'y retrouver. Et donc, ça veut dire quoi? La personne qui pouvait gagner de l'argent parce qu'en haut, il y a d'autres qui ont des marchés, autres marchés publics, ne va plus se retrouver dans ce schéma dans le court terme. C'est dans le moyen long terme, lorsque l'État aura assaini ses marges budgétaires, que la situation individuelle des gens pourrait évoluer. Donc, transformation également profonde du modèle de financement de l'économie. Mais aussi transformation profonde en ce qui concerne l'éthique financière. Parce que, imaginez que dans le pays, la vendeuse de cacahuètes pouvait se retrouver à avoir un niveau de vie correct et avoir de l'argent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en haut, il y a quelqu'un qui pouvait avoir un marché public, peut-être d'une manière non éthique, et qui quand même cascadait ça, et ça arrivait à parvenir à tous les gens. Aujourd'hui, le nouveau régime est arrivé à dire Djoub Djoubal Djoubanti. Djoub Djoubal Djoubanti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout passe par les règles de l'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on a tout arrêté. On a tout arrêté, le temps de voir le foncier, de voir les autres éléments de la gouvernance publique, de faire les audits. Pendant ce temps, l'argent ne circule plus. Et quand l'argent ne circule plus, naturellement, les conditions de vie des populations vont être impactées. Donc, pour répondre à votre question, donc techniquement, les conditions de vie des populations ne peuvent pas changer dans le court terme tant que ces processus de transformation systémique, comme ils l'appellent, n'auront pas atteint leur niveau de maturité. Cela prendra plusieurs années parce que ce n'est pas demain que vous créerez des industries. Ce n'est pas demain que vous aurez la capacité d'être un grand investisseur public avec seulement les impôts que vous collectez, parce que vous n'avez plus de marge de manœuvre pour emprunter, et vous ne souhaitez même plus faire de la dette le levier principal de financement de l'économie. Donc naturellement, tant que tous ces leviers, le processus de transformation systémique n'atteindra pas un niveau de maturité, les conditions de vie des populations ne se retrouveront pas améliorées dans le court moyen terme. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Sénégalais. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais peuvent, on leur avait déjà assez expliqué ces tournants entre guillemets d'austérité ou de souffrance un peu, et est-ce qu'ils peuvent continuer à endurer cette situation? Jusqu'à quand Vous savez, quand on va aux élections, on va à la conquête du pouvoir. Ouais. On promet aux Sénégalais qu'en arrivant, voilà ce qu'on va faire. On va changer le modèle, on va enlever la corruption, on va désormais créer de la richesse ici plutôt que d'exporter de la richesse. On dit tout ça aux Sénégalais. Le Sénégalais, naturellement, il est content et c'est un modèle que tout le monde applaudit. En revanche, les conséquences sur la vie des Sénégalais, c'est cela que nous ne détaillons pas suffisamment en tant qu'acteurs politiques lors des joutes électorales et des processus de conquête électorale. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est que le modèle ou les modèles pour lesquels ils ont voté, c'est des modèles qui ont des conséquences c'est des modèles de transformation de comment l'économie fonctionnait, et que cela aura naturellement des conséquences sur leur fonctionnement à eux-mêmes, les Sénégalais. Donc, il nous appartient à nous de pousser l'honnêteté politique jusqu'au bout, pour qu'au moment où on va à la conquête des Sénégalais, qu'on leur dise voilà ce que nous vous proposons. Mais ce que nous vous proposons aura des conséquences. Et je pense que c'est ce que les autorités actuelles sont en train de rattraper. Lorsque le président Bassirou Diomaye Faye dit que c'est ce que vous avez acheté, c'est ce que nous sommes en train. Il a raison.
Parce que effectivement, si vous appliquez ce principe comme mode de gouvernance désormais, vous passez d'un modèle à un autre. Et donc, ce qui se passait avant ne se passe plus. Ça va se sentir dans la poche des Sénégalais. Mais si à la fin, on voit les résultats, on pourrait se dire que ça valait la peine d'endurer ou de souffrir, non? Oui, c'est-à-dire, tout dépend de l'acteur. C'est-à-dire, les gens ont voté à 54% une transformation de modèle. Nous, acteurs politiques, technopolitiques ou banquiers ou économistes ou juristes, nous savons que ces modèles-là, cette transformation aura des conséquences dans le court moyen terme avant que la mayonnaise ne prenne. Alors, tout dépend de la capacité des Sénégalais à être patients. Maintenant, les Sénégalais doivent être en cohérence avec eux-mêmes et savoir qu'ils ont voté pour un modèle qui va les faire souffrir pendant un moment. Donc, il leur appartient de dire, ah, nous ne savions pas que cela nous coûterait tant et nous retirons notre soutien. C'est aux Sénégalais de le dire, ou de dire, ah, nous comprenons ce qu'implique maintenant notre vote, et nous continuerons à vous soutenir et resterons patients jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Donc ça, c'est aux Sénégalais de juger. Les acteurs politiques peuvent avoir leur position sur cette question. En ce qui nous concerne, personnellement, je pense que la finalité qui est recherchée est bonne, mais les moyens donc, de transformation radicale auraient pu être amendés pour avoir plutôt une stratégie de transition qui permettrait d'amortir les chocs plutôt que d'appliquer j'ai entendu un des responsables du pouvoir actuel qui dirige une société nationale dire que la stratégie c'est stop and go. C'est-à-dire on arrête et on repart plus tard. Moi j'aurais plutôt dit continue et accélère à la fin. C'est-à-dire tu continues, tu fais ce que tu as à faire, tu n'arrêtes pas l'économie. Tu continues à chercher à redresser ce qu'il faut redresser au fur et à mesure. Et quand tu auras fini, tu accélères ton processus. Donc c'est le fait d'avoir stoppé qui fait qu'aujourd'hui, naturellement, la vie des Sénégalais peut s'avérer difficile. D'accord, très bien. On en vient à l'actualité un peu. Il y a la machine judiciaire qui s'enclenche de plus en plus. On a vu les procureurs s'adresser à la presse, donc aux Sénégalais, avec des listes sur les fonds Covid, là, qu'on pourrait appeler liste du déshonneur, parce que quand les deniers publics sont privatisés, ça pose des problèmes. Alors, est-ce que vous dites avec ce processus-là que l'État montre une réelle volonté politique d'en finir, ou en tout cas d'en finir avec la prévarication, la corruption, la malgouvernance, que le Sénégal donc n'est pas encore, ne respecte pas encore les standards en matière de bonne gouvernance. Est-ce que vous ressentez avec ce qui se passe une vraie volonté politique d'en finir avec tous les abus? Alors, c'est une excellente question. Je pense que de manière générale, tout le monde est d'accord sur la reddition des comptes. Je n'ai jamais entendu parler quelqu'un sur l'espace médiatique, un acteur politique, un journaliste, un chroniqueur. Je n'ai jamais entendu jusqu'ici quelqu'un dire que je suis contre la reddition des comptes. Ça veut dire que ce qui est en train de se faire est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Donc, nous encourageons ce type de processus pour que la lumière soit faite sur l'utilisation des deniers publics. De ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans la question même que vous avez posée. Volonté politique de faire la lumière sur les sujets. Est-ce que ça devrait être une volonté politique ou une volonté judiciaire? Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même la séparation du pouvoir. Nous avons la volonté politique qui est du ressort de l'exécutif, la volonté judiciaire qui doit être du ressort du pouvoir judiciaire et la volonté parlementaire qui doit être du ressort de l'Assemblée nationale.
Alors, de ce point de vue-là, ce qui est en train de se passer du point de vue de la justice est à saluer. On voit une justice active, des procureurs qui font une conférence de presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'état d'avancement. C'est une excellente chose. En revanche, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est souvent cette confusion qu'on a entre des prétentions ou entre des probabilités que la justice puisse être activée par le levier exécutif. Et donc là, je pense, et d'ailleurs, mais ça, c'est une tare congénitale. Parce que quand on est dans l'opposition et qu'on veut conquérir le pouvoir, on dit aux Sénégalais, je vous promets qu'on va traquer tel. Déjà, à ce moment-là, on est en train de dire que je vais être procureur. Alors que normalement, ce n'est pas le rôle de celui qui aspire à diriger, de dire que je vais traquer tel, parce que ce n'est pas son mandat. Son mandat, c'est de développer le pays. C'est au juge de traquer. Et on a une séparation des pouvoirs. Donc il y a ces problèmes-là qui me gênent. Le deuxième élément qui me gêne, principalement, c'est la surmédiatisation des sujets. Pour moi, la reddition des comptes, je l'ai dit ailleurs, est un processus qui doit être silencieux. Mais la surmédiatisation me gêne par ailleurs du point de vue du respect de la dignité de la personne humaine. Parce que ces jours-ci, on a entendu beaucoup de gens être cités. C'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des enfants. Et souvent, à la fin, on les laisse partir. Et peut-être même qu'ils n'ont même pas encore été jugés. Et souvent, on traîne leur nom dans la presse. Et c'est des gens qui ont des enfants qui vont à l'école. Et donc, le petit garçon qui va à l'école, on lui dira, j'ai entendu le nom de ton père. Alors même que cette personne n'a peut-être rien fait. Alors, cette surmédiatisation, elle expose les Sénégalais à des violations, à mon avis, du principe sacro-saint de la préservation de la dignité de la personne humaine. Donc ça, je dois avouer que c'est un élément qui me gêne beaucoup, que les procès-verbaux soient dans la presse, que les gens citent des noms alors qu'ils n'ont pas encore été condamnés et qu'on expose leur vie privée. D'accord, donc il y a des dégâts collatéraux. Mais les sorties médiatiques, par exemple, des procureurs qu'on a vus, il y a un petit air de déjà-vu avec les régimes précédents qui organisaient des conférences de presse quand il s'agissait de la CRI. Est-ce que cela veut dire naturellement que le Sénégal n'est pas dans les standards d'un pays qui n'est pas corrompu et où les gens n'abusent pas de l'argent public? Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous empêche de respecter les standards? C'est-à-dire de respecter le bien public, d'être de bons gestionnaires en fin de compte. Oui, pourquoi on n'y arrive pas? Je pense qu'il faut chercher très très loin pour trouver la réponse à cette question. Chercher très 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 loin, c'est d'abord retourner dans nos valeurs, dans notre éducation. Est-ce qu'aujourd'hui on prépare nos enfants à être plus intéressés par la recherche de la connaissance, par la recherche de l'éthique, plutôt que par la recherche de gains matériels? Donc ça remonte de très loin. Et quand on avance, on se rend compte aussi que notre modèle, notre perception même, la perception que nous avons même du pouvoir n'est pas la perception qui devrait permettre justement une gestion honnête des biens publics. Alors donc, il faut d'abord remonter plus loin par rapport à comment nous éduquons nos enfants aujourd'hui, quelles valeurs nous leur inculquons. Ça, c'est un. De deux, quel rapport nous avons au pouvoir? Est-ce que quand on est DG ou qu'on est ministre ou qu'on est d'âge d'une société, ça veut dire que les biens m'appartiennent? Ça, c'est quelque chose sur lequel il me semble important d'avoir des consensus communs assez rapidement. Maintenant, une fois ceci dit, je pense que c'est ça le soubassement. Après, c'est les règles, les procédures, les dispositifs, les outils dissuasifs qu'il faut mettre en place. On a eu la CREI avant, on a maintenant le pool judiciaire financier. Est-ce que ça va changer les choses? Je pense que ces outils sont de très bons outils. Mais à la fin de la journée, ils continueront. Notre chance aurait été que ces outils ne fonctionnent pas.
parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent là-bas. Donc c'est à la base qu'il faut chercher les problèmes. Les problèmes, c'est notre rapport au pouvoir. D'accord, on a entendu également qu'il y a 5 ministres de l'ancien régime qui sont dans le collimateur. Est-ce qu'on peut dire que ils auraient manqué de prudence ou n'ont-ils pas été assez protégés par la hiérarchie, celui qui devait les protéger? Comment vous avez perçu tout cela, que des ministres soient dans le collimateur? Parce que ministre est une fonction politique éminemment importante, là. C'est ce que je viens de dire par rapport à la question précédente. Ce qui me choque, que des ministres puissent être appelés à rendre des comptes ne me gêne absolument pas. Ça ne me surprend pas, c'est dans l'ordre normal des choses. On a géré des deniers publics. Il y a eu un gros tollé qui a été fait sur la question des fonds Covid. Les procureurs ont ouvert le dossier et ont jugé qu'il y a 5 ministres potentiellement coupables, parce que jusqu'ici, je pense qu'aucun ministre n'est cité nommément et aucune condamnation n'a été effectuée. Donc c'est la présomption d'innocence qu'il faut respecter. Donc c'est un processus normal qui ne me gêne pas. Maintenant, quand ils auront été condamnés, là on pourra porter un jugement beaucoup plus tranchant pour dire que un ministre qui peut se permettre de faire telle chose, quand même c'est que notre pays est arrivé à un niveau de médiocrité assez élevé. Donc, mais pour l'instant, je ne vois rien d'aberrant à constater que la justice fait son travail, ouvre des dossiers, fait des enquêtes, sauf la surmédiatisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le reste, ça me paraît être un processus tout à fait normal. Sur la situation qui a été faite également des finances publiques, le procureur financier a activé la division des investigations criminelles. Alors, qui pourrait être menacé ou visé par ces procédures, d'après vous? Bon, je pense que lors de la conférence de presse du gouvernement, avec le ministre de la Justice, le ministre de la Justice a clairement indiqué qui pourrait être, c'est les dépositaires de l'autorité publique qui ont eu à manier des deniers publics, qui pourraient, et leurs auteurs, et leurs complices éventuellement, qui pourraient être traqués, mais il appartient au procureur, au juge d'instruction et à l'appareil judiciaire de manière générale de déterminer, avec les enquêteurs qui vont mener les enquêtes. Souvent, vous savez, dans ces choses-là, vous ciblez une personne, vous menez des enquêtes et à la fin, vous vous rendrez compte qu'il y a des ramifications. Donc, je pense que il appartient au procureur et aux acteurs donc de la justice et des enquêteurs d'élargir le spectre de leur pouvoir pour d'appliquer en tout cas leurs prérogatives pour élargir leurs enquêtes là où il faut. Il ne m'appartient pas de dire que c'est telle ou telle personne qui va être visée. Donc ma question est un peu saugrenue. Comment dire? Il y a également, est-ce qu'on peut mettre dans la tête des Sénégalais aujourd'hui que l'ancien président pourrait être auteur de haute trahison? Bon, de quel Sénégalais? C'est-à-dire aujourd'hui, voilà une question où vous n'aurez jamais de consensus au Sénégal. Parce que les Sénégalais qui sont avec Macky Sall ne le comprendront jamais. Et quelles pourraient être les conséquences à poursuivre un ancien chef d'État et qui serait une première d'ailleurs? Les conséquences du point de vue de la crédibilité du pays, je ne vois pas de conséquences majeures. Moi, la conséquence majeure que je vois, c'est la fracture sociale qui va se renforcer. C'est-à-dire on va diviser davantage les Sénégalais. C'est la principale conséquence que je vois, parce que pour le reste, le chef de l'État est injustifiable. Comme le principe dans la Constitution, c'est l'irresponsabilité pénale du président de la République. Et l'exception, c'est sauf pour haute trahison. Donc c'est la Constitution qui prévoit qu'un chef de l'État puisse être convoqué ou puisse être poursuivi. Donc ça ne m'émeut pas. Moi, ce qui m'émeut, c'est que voilà une question qui va encore diviser davantage les Sénégalais. Et en droit, là, je me permettrai de mettre juste ma casquette de juriste. C'est-à-dire, la question qui va se poser, c'est dans quelle mesure les actes commis et qui ont conduit à des faussetés sur les déclarations financières
sont imputables au président, constituent des violations d'obligations d'une part, et d'autre part sont imputables à Macky Sall. Parce qu'en droit, il faut d'abord, pour engager la responsabilité, il faut d'abord régler remplir deux critères cumulatifs. D'abord, il faut qu'il y ait une violation d'obligation. Est-ce que ces déclarations, ce déficit le niveau de déficit qui ne correspond pas à la réalité, et la dette aussi, est-ce que c'est une violation d'obligation? Si oui, quelle obligation? Ensuite, est-ce que c'est imputable à Macky Sall? Donc, c'est des questions que les juges auront à juger, mais pour le reste, ça ne m'émeut pas. D'accord, très bien. Voilà, l'émission est terminée, mais pour nous résumer, quelle est la priorité nationale? C'est une question un peu vaste, mais... La priorité, c'est l'emploi des jeunes et le pouvoir d'achat. L'emploi des jeunes, parce que simplement, notre constitution démographique fait que c'est une bombe sociale. C'était une promesse électorale. C'est des questions qu'il faut régler le plus rapidement possible, apporter des solutions. Ça ne sera pas facile parce que, comme j'ai dit tantôt, il faut que le modèle économique, la transformation économique, il faut que les pôles économiques régionaux soient en place, il faut que l'industrialisation soit en marche, il faut que l'employabilité soit réglée pour que justement, il faut dire aux jeunes que c'est pas pour maintenant. Mais en attendant, comment les accompagner? C'est principalement ça qu'il faut. Dans le programme du président Bassirou Diomaye Faye, j'avais vu un programme qu'ils avaient annoncé pour accompagner les jeunes diplômés, un programme qu'ils appelaient Gungé, et qu'ils avaient promis de faire dans les 12 premiers mois du mandat. J'en ai pas encore entendu parler. Ce serait bien de savoir si ce programme-là, qui me paraît pertinent, est mis en place justement pour accompagner les jeunes diplômés. Voilà, merci beaucoup, M. Kane. Le temps passe vite. Oui, tout à fait. Ouais, mais en tout cas, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation et de répondre avec enthousiasme aux questions qu'on vous a posées. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et j'espère que les Sénégalais auront tiré profit de nos échanges. Merci beaucoup, M. Kane. Merci à Abdoulaye Ndiaye ainsi qu'à Pape Doudou Diallo et à Bassirou. Et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end pascal. Bon dimanche.